Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du loup et de ma rencontre avec des loups sauvages. J'ai eu cette énorme chance, puisque je pense toujours aujourd'hui que c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans sa vie, et c'est d'autant plus une rencontre un peu particulière, puisque je me suis fait charger. Mais ne vous inquiétez pas, quand les loups ont vu que j'étais un humain, ils ont eu plus peur que moi. Et abonnez-vous si vous aimez les histoires incroyables. Je vais vous montrer l'endroit de la rencontre, vous expliquer tout dans les détails pour que vraiment vous compreniez un peu le contexte, le lieu. Alors en toute honnêteté, c'est une vidéo que j'aurais pas fait il y a 10 ans. C'est un sujet que j'évite absolument ici parce que c'est toujours un sujet très sensible. Quand quelqu'un te parle du loup en montagne, tu évites d'en parler généralement. J'en aurais pas parlé il y a 10 ans tout simplement parce que le meilleur moyen de protéger un animal qui est déjà protégé, et encore plus le loup, si vous en voyez un, c'est surtout de ne pas le dire. Mais aujourd'hui, la donne a changé, c'est-à-dire que tout le monde le sait. Donc autant le dire et vous raconter un peu toute l'évolution qu'il y a eu ici, puisque je le rappelle, je vis dans une maison isolée en plein cœur du parc national du Mercantour, qui est le premier parc national en France qui a signé le retour du loup en France. Donc par les Alpes. Pourquoi la peur du loup est toujours présente ici? On va revenir un peu sur l'histoire, tout ça pour essayer de comprendre, parce que c'est important. Et aussi de comprendre bien sûr pourquoi les loups d'aujourd'hui sont totalement inoffensifs pour l'homme. Le loup en France a été exterminé par l'homme à la fin du 19e siècle, vers les années 1880-1900, suite à une loi, tout simplement, de l'État français d'extermination du loup. Alors on peut pas faire plus simple. Il est réapparu en France en 1992, à l'époque j'avais 6 ans. Pour vous dire que ça m'a marqué, puisque des loups j'en avais eu que dans des zoos, donc c'est quelque chose dont on parlait, puisque c'est littéralement chez moi. En 92, donc dans le parc national du Mercantour, c'est là où on l'a aperçu la première fois. Aujourd'hui, on a à peu près dans le parc 500 loups, ce qui n'est pas non plus énorme, mais les loups se déplacent énormément, ils ont des territoires très vastes, à peu près 70 meutes référencés. On va en parler, mais on va essayer de comprendre aussi pourquoi l'homme a une peur génétique du loup, puisqu'aujourd'hui c'est l'inverse, les loups ont une peur génétique de l'homme. Parenthèse, oui j'ai changé de t-shirt, puisque je rajoute des précisions dans ma vidéo. Pourquoi les loups ont une peur génétique de l'homme? Tout simplement parce que dans toute l'Europe, les hommes les ont anéantis pour chasser, à tel point que ce traumatisme s'est transmis au niveau génétique chez les survivants. On peut dire qu'ils ont la phobie de l'homme. Donc moi, mon rapport au loup, il est extrêmement positif. Parce que quand j'étais gosse, j'en avais juste vu dans des cirques ou des zoos, et je me souviens vers 6-8 ans, quand j'ai su qu'ils revenaient, et en plus, dans l'endroit où j'habitais, j'étais comme un fou, j'ai toujours rêvé d'en voir. L'image du loup chez les gosses, même si on a plein d'histoires négatives, on est toujours fasciné par ça. Et je vous avoue que maintenant, voir des loups en zoo, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Encore beaucoup plus qu'avant. La dernière fois que j'en ai vu, c'était assez récemment. Il y a 1 an et demi, je me déplaçais beaucoup à Montpellier, puisque Marie faisait ses études là-bas. On est allé au zoo de Montpellier, qui est un zoo, on va dire, de protection animale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition, protégées. Le zoo était plutôt calme, au final on n'a pas eu beaucoup d'animaux parce qu'ils avaient pour la plupart des grands espaces. Par contre j'ai été choqué, mais vraiment choqué quand j'ai vu les loups. Alors c'était peut-être que provisoire, je sais pas, mais leur espace était tout petit et il y avait un rapport de domination. En fait, ils étaient tous en train de se battre, il y en avait un blessé, c'était un carnage, mais vraiment un carnage. Ça m'a traumatisé, je vous avoue. J'espère qu'ils ont changé un peu tout ça, qu'ils leur ont fait un grand espace, parce que j'ai l'impression que c'est toujours le problème avec les prédateurs, c'est quand ils se battent et s'ils peuvent pas fuir, ils sont obligés de continuer à se battre en fait. Je trouvais qu'ils avaient vraiment un enclos réduit, ça m'a fait de la peine. On va parler du loup aujourd'hui. Alors oubliez vraiment tout ce que vous voyez à la télé, parce qu'aujourd'hui c'est toujours du pro-loup, anti-loup. Vous allez voir que la vérité elle est pas aussi simple. Alors pourquoi? Parce que les seuls mecs que tu vois à la télé, d'un côté au niveau des pro-loups, tu as les, et pardonnez-moi ce cliché parce que je n'ai rien contre eux, les écolos entre guillemets citadins qui roulent en vélo, qui vivent toute l'année donc en ville et dans un appart, et qui au final, mais sans être méchants puisque c'est plutôt un ressenti de leur part, vont bien sûr défendre le loup, et moi je suis tout à fait d'accord avec eux, mais sans vraiment connaître. Et de l'autre côté tu as les anti-loups. Alors on te prend toujours, malheureusement, parce que ça fait le buzz, voilà, c'est toujours comme ça, le mec qui vient de subir une attaque de loup, qui vient d'en perdre 30 moutons, parce qu'on te prend pas le mec qui en perd 1 ou 2. Souvent vous allez voir que les schémas sont aussi récurrents, on peut les contrer, et qui a vif et qui a la haine et qui dit qu'il faut tuer tous les loups. Il n'y a jamais de juste milieu, c'est toujours, voilà, c'est un peu dommage parce que la réalité elle est pas comme ça, on va en parler. Première chose qui est très très importante, c'est l'aspect positif du retour du loup au niveau de la nature. Et le paradoxe d'ailleurs, c'est que les rares études qui ont été faites là-dessus ont été faites par des chasseurs et par l'organisme, alors j'ai plus le nom, qui s'occupe de la biodiversité en France, je sais plus si c'est l'ONF ou d'autres. Le schéma est très simple, quand on introduit des prédateurs, ça fait plus de cadavres. Les prédateurs sont opportunistes, donc ils s'attaquent toujours aux plus faibles, ce qui empêche les épidémies de maladies chez les animaux. Moi je me rappelle, quand j'étais gosse, où le loup n'était pas encore revenu autant qu'aujourd'hui, il y avait des épidémies chez les bouquetins notamment, où comme ils n'avaient pas de prédateurs, ils tombaient tous malades, puisqu'un animal malade qui est bouffé par les loups ne transmet pas aux autres. C'est ce qui s'était vérifié aussi au niveau de la population de bisons, quand ils avaient
réintroduit le loup aux États-Unis à Yellowstone, en fait la population de bisons elle avait augmenté alors qu'il y avait plus de prédateurs. Ensuite, la bonne nouvelle c'est plus de carcasses. Alors pourquoi c'est bien? Plus de carcasses ça signifie aussi le retour des grands rapaces. Parce qu'aujourd'hui les grosses carcasses, à part le loup, il n'y a aucun prédateur. Dans le parc national du Mercantour, c'est le seul. Donc les cerfs n'étaient plus inquiétés, les sangliers aussi, puisque le prédateur en dessous, le seul qu'il y a c'est le renard. Et accessoirement le lynx, je vous dis ça parce que c'est un animal qui est quasiment invisible. Pour recenser la population c'est très compliqué, donc on sait même pas combien il y en a. Et pour vous dire, le lynx jusque dans les années 70 de mémoire, on pensait que c'était un canidé, c'est-à-dire de la famille des chiens, tellement on le voyait pas. Le parc du Mercantour est connu au niveau des rapaces pour abriter le plus grand rapace d'Europe, le gypaète barbu, qui a été d'ailleurs exterminé aussi par l'homme puisqu'on pensait qu'il enlevait les enfants. Pour vous dire comment on le connaissait mal, puisque c'est un animal qui se nourrit exclusivement d'os. Voilà pourquoi le retour des loups a été extrêmement bien aussi pour la réintroduction de cette espèce, et de tous les rapaces en général. Plus de carcasses, plus de bouffe. Si lui en plus il se nourrit exclusivement d'os et qu'il n'y a pas de carcasse, il peut pas bouffer tout simplement. Sans compter tous les charognards qui profitent aussi des carcasses qui sont plus nombreuses, même comme les renards, et tous les types de charognards comme les corbeaux, même si les corbeaux ils s'en sortent toujours. Aujourd'hui les loups que nous avons ici ont une peur génétique de l'homme. C'est un peu de façon générale comme vous, si on vous jette une araignée dessus, même si elle est inoffensive, vous allez avoir peur parce que c'est quelque chose qui est ancré en nous par notre histoire, et c'est exactement la même chose dans le loup d'aujourd'hui. Je fais le paradoxe à chaque fois, ce n'est pas le cas par exemple chez les loups de Sibérie. Si vous croisez une meute de loups, que vous êtes isolé en Sibérie, ça risque un peu d'être dangereux. Et ça se voit, puisque dès qu'un loup s'approche un peu des villages ou des villes, c'est la panique complète. Il faut lui tirer dessus, il faut le tuer, il va manger les enfants, ce qui est totalement une bêtise aujourd'hui, mais qui n'est pas totalement faux non plus. Cette peur vient bien de quelque part, on va en parler. On va remonter justement à l'époque de l'extermination du loup, parce que vous allez voir que, bon, c'est une décision bien sûr avant tout politique à l'époque, mais qui dans le contexte de l'époque, je vais pas vous dire que ça peut se comprendre, parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, mais on va replacer le contexte quand même. Contexte local, je me rappelle d'un article qu'on a gardé et je l'ai pas retrouvé. Ma famille vient de la vallée de la Vésubie, c'est une vallée un peu plus loin qu'ici. On avait retrouvé un vieil article, peut-être qui avait été republié, de cette époque, donc fin du 18e siècle, peut-être que c'était en 1860 par là, je ne sais plus, où un mec du village s'était battu contre une meute de loups, il avait été bouffé. Et ce n'est pas une blague puisqu'il en avait descendu 3 avant de mourir. Pour vous dire le contexte à l'époque, alors je sais pas pourquoi à cette époque, à un moment, les loups s'attaquaient à l'homme, on parle de la rage, on parle aussi, il faut savoir qu'il y avait énormément de chiens errants. Alors c'est une partie de connaissances que je n'ai pas de cette époque, j'ai pas trouvé trop de trucs, et c'est de là que vient cette peur génétique, et je pense que ça s'est transmis parce que ma grand-mère, quand on lui parlait du loup, je me rappelle, voilà, c'est un peu comme les gens, les anciens d'ici, et c'est, il y a vraiment danger. Une anecdote drôle pour vous replacer dans le contexte de l'époque, les facteurs, vers la fin du 19e siècle, avaient une arme, je vous la montre, c'est-à-dire que dans leur sacoche pour livrer le courrier, ils avaient littéralement un flingue pour tirer sur les chiens errants. Voilà, en cas d'attaque. Certains en avaient 2, ils avaient une double sacoche puisque c'était une arme qui ne tirait qu'un coup. Imaginez, on fait ça aujourd'hui. Tu te dis, c'était vraiment, c'était la jungle à l'époque. Sans compter, je pense, avec toutes les guerres, les famines, c'était une époque un peu plus difficile. Donc, à mon avis, il y avait aussi un peu plus peut-être de prélèvements dans la nature de l'homme. Donc, on rentrait en concurrence avec le loup aussi. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et notamment, bien sûr, au niveau du bétail, de l'élevage, puisqu'il y en avait à peu près partout. Tout le monde avait des chèvres, des vaches. Et comme je vous disais, il y avait tellement de chiens errants. On avait des boucheries canines. Alors, tu te dis ça aujourd'hui, on se dit, putain, on mangeait du chien et tout. Peut-être qu'on savait pas aussi à l'époque différencier trop les attaques de loups des attaques de chiens aussi. Alors, la différence essentielle, c'est qu'un loup, il va attaquer toujours à la gorge. Un chien, il a oublié, donc quand il va tuer une bête, il va faire un carnage. Il va l'éventrer, il va faire n'importe quoi, il va l'attaquer où il peut. Alors qu'un loup, il sait tuer. Direction dehors, je vais vous expliquer ma rencontre en détail et vous allez comprendre. Et après, on va parler de toutes les conséquences de l'arrivée du loup ici dans le parc du Mercantour. Haute technique des anciens bergers, des nouveaux et de tout ce que vous voyez pas à la télé. Puisque ça, on va parler aussi, mais un jour, c'est des trucs qui t'arrivent que ici. Je suis tombé sur un pisteur de loup exorciste. C'est le genre de rencontre, je vous raconte après en détail, mais c'est drôle. Tout s'est passé exactement ici. Voici l'endroit où, par erreur, des loups nous ont chargés, puisqu'à l'époque, j'étais avec mon père. Il faut remettre bien dans le contexte de l'époque aussi. J'avais 15-16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34, même si j'aime pas trop le dire. L'âge nous bonifie. C'est une époque où c'était la fin, on va dire, des vieux bergers. Et il n'y avait plus aucune activité humaine, plus d'élevage, plus rien. C'était une époque où il n'y avait pas beaucoup d'influence humaine, on va dire, sur la nature. Une époque qui a beaucoup changé, vous allez le voir, on va en parler après, puisque je vois beaucoup moins d'animaux du coup maintenant. Mais à cette époque, ceci était un énorme lieu de passage d'animaux. Et le truc drôle, c'est que c'était souvent dans le même sens. Donc je me mettais là le soir et j'attendais pour écouter. Les animaux remontaient souvent, alors les cerfs de la forêt que vous voyez là, passaient par ce lieu, venaient manger ici, et quand ils fuyaient, ils repartaient vers l'autre côté.
C'était un lieu où on pouvait observer et surprendre les animaux puisqu'ils arrivaient, ils nous sentaient pas parce qu'il y a toujours un grand vent qui descend de ce côté. Notre odeur, ils la sentent pas puisqu'ils viennent du bas. Voilà, puisque je vous montre en fait le vent descend en diagonale du haut de la montagne. Toujours, voilà, c'est toujours le sens du vent. Donc c'est un truc qu'on faisait assez souvent, c'est de se mettre là, de rester presque une heure à la nuit tombée pour écouter, puisqu'on entendait des bruits, et puis d'un coup tu avais un animal qui sortait. Il se trouve qu'en écoutant, on a entendu là-haut, alors ça s'est passé vraiment ce que je vous raconte, mais en même pas 5 secondes, comme plusieurs animaux, du même pas le temps vraiment de réagir, 2 loups qui sortent là, qui nous font face, et je pense qu'il y en avait d'autres, mais ils sont pas sortis, ça s'est passé mais vraiment en 5 secondes, même pas. Les 2 loups se sont arrêtés, ils ont même pas marqué une demi-seconde, ils nous ont vus, ils sont repartis à fond. Donc j'ai même pas le temps d'avoir eu peur, et je vous avoue, j'avais pas peur, mais du coup ça a été une rencontre magnifique, incroyable. J'ai juste eu peur pour le chien, voilà, je vous avoue, parce que le chien, je l'ai attrapé direct, j'avais peur, on sait jamais, hein, vous savez, les chiens, ils savent pas. C'est un bref instant, mais que je garderai à jamais dans ma mémoire. Et regardez, c'est toujours, hein, je vous mens pas, un lieu de passage, mais beaucoup moins qu'avant, puisque maintenant il y a beaucoup plus d'activités humaines. On va en parler. Et les loups étant pas cons, je pense qu'ils se servaient vraiment de cet endroit comme un lieu de chasse. Et ils ont dû nous entendre, mais avant contraire, ils ont dû penser que c'était un cerf ou autre chose. Donc ils sont sortis pour charger, pour aller voir. Et c'était des humains, donc ils ont eu la peur de leur vie. Mais c'est le genre d'image que tu oublies jamais en fait, parce que tu t'y attends pas du tout. À l'époque, quand j'étais gosse, il y avait un vieux berger, un vrai berger, parce qu'aujourd'hui il y en a vraiment plus beaucoup des vrais comme ça, c'est-à-dire qui emmènent leurs moutons en haute montagne pour pâturer, qui vivent 24 heures sur 24 avec leurs moutons. Voilà, un des métiers les plus difficiles du monde, puisque tu bosses 100 heures par semaine, t'as juste de quoi vivre. Et du coup, lui, c'était le dernier, vraiment le seul qui restait. Lui, il a vécu l'arrivée du loup, du coup. Et dans mes souvenirs, c'était quelqu'un qui l'a pris de façon intelligente. Il n'avait pas une haine forcément du loup, c'est-à-dire qu'il avait subi quelques attaques, il en avait perdu 2-3 moutons à l'époque. Et encore une fois, on parle vraiment d'un parc national, dans un endroit isolé. Et la seule chose que je me souviens, c'est qu'il y avait eu les premières subventions à l'époque. Il avait même pas de patou, hein, tout ça à l'époque, ça se faisait pas. Les anciens bergers, ils n'avaient pas de patou. En fait, la technique, et c'est pour ça que le plus dur, ça a été le changement au niveau de l'arrivée du loup, je pense. Alors, je dis ça parce que dans le département voisin, dans le 04, il y a à mon avis beaucoup plus d'éleveurs qui restent. C'est impressionnant parce que quand tu vas sur la route, tu vois des tags morts au loup de partout. Voilà, c'est pas le cas ici, heureusement, dans le 06. Première subvention, il a changé ses habitudes. Comme il n'y avait pas de prédateurs, ce que faisaient les bergers depuis du coup un siècle, qu'il n'y a plus de loups, ils laissaient pâturer leurs bêtes, en fait, nuit et jour, hein, sans trop les surveiller. Puisqu'il n'y avait pas de prédateurs, les seuls risques, c'était les aigles un peu pour les brebis. Et les accidents, ça c'est ce qu'il y avait, je me souviens, de plus nombreux, c'est-à-dire quand un mouton sautait de la falaise, t'en avais 10 qui sautaient après. Voilà, dans la panique. Mais il n'y avait pas de prédateurs, donc on pouvait les laisser pâturer à volonté, sans trop s'en occuper, en jetant un œil de temps en temps, bien sûr. Lui, c'était un mec, je me rappelle à l'époque, qui restait tout le temps avec eux. Et quand les loups sont arrivés, la première chose qu'il a fait, c'est d'utiliser les subventions, justement, pour les abriter la nuit, puisque les loups, à l'époque, c'était rare qu'ils attaquent le jour. En plus, il avait des chiens. Alors, c'était pas des gros chiens, mais ça suffisait, en fait. Et comme il dormait toujours à côté de ses moutons, ça lui permettait la nuit, s'il y avait un souci, de se lever cash et d'y aller. Autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est une méthode qu'on pourrait même plus appliquer parce que c'est des métiers que personne ne veut plus faire et qui n'existent plus. On travaille plus comme ça aujourd'hui au niveau de l'élevage. En tout cas, c'est très rare et chapeau à ceux qui le font parce que c'est pas facile. Quelques années après, on a eu une deuxième rencontre, mais c'était pas une rencontre en face à face, c'est-à-dire qu'on a vu un loup le soir, une vieille louve qui allait chier dans le jardin. Voilà, l'endroit où il y a le camp de survie. Il y a un côté spirituel à faire le camp à cet endroit aussi. Et en se remettant encore une fois dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas de chiens errants, il n'y avait pas de chats, il y avait presque, on va dire, plus d'influence humaine à l'endroit où je suis. Il s'est produit un gros changement ici au niveau animalier. Alors, gros changement étant un grand mot parce que c'est quand même tout petit, mais il y a eu le retour de l'élevage et ça a changé beaucoup de choses, en positif, négatif, hein. Moi je suis pas là pour juger tout ça. C'est toujours bien qu'il y ait des éleveurs, c'est pas un métier facile, c'est un des métiers les plus durs du monde, donc qui se lancent, qui reviennent, etc. Un élevage, on va dire, général, c'est-à-dire plutôt une ferme, donc qui élève de tout, moutons, chevaux, ânes, chèvres, avec cette technique un peu à l'ancienne, on va dire pas préparée au départ au loup, c'est-à-dire qu'au début où les animaux restent dehors la nuit, etc., même parqués, mais avec des grillages où les loups peuvent sauter au-dessus, donc forcément il y a eu des carnages, vous en doutez. Et deuxième type d'élevage, si vous élevez des vaches en montagne, pensez-y, même principe qu'à l'ancienne, c'est-à-dire on laisse les vaches pâturer nuit et jour sans trop les surveiller, on remet un peu d'eau, etc. Sauf que pas d'attaque, pourquoi? Parce que ce sont des vaches à viande. Les vaches à viande
viande, c'est des monstres de type charolaise, les trucs tout musclés, quand tu les vois, t'as pas envie de t'approcher. Le danger, c'est pour les veaux, mais c'est pas la petite vache, on va dire classique qu'on a dans certaines autres régions, qui subissent des attaques de loups. Et c'est des vaches qui sont quasiment à l'état sauvage, c'est-à-dire qu'elles savent se défendre face aux loups. Je pense qu'elles doivent protéger leurs veaux aussi. Et le truc, on dirait un rhinocéros, hein. C'est tellement imposant que les loups opportunistes ne s'y attaquent pas. Je vous dis opportunistes parce qu'il y a tellement de cerfs, j'en ai jamais vu de toute ma vie, qu'une meute de loups peut facilement survivre dans le parc du Mercantour sans aucun problème. Le problème souvent, alors ça arrive que des meutes s'y attaquent aussi, ça c'est le chef de meute qui prend la mauvaise décision, je pense, mais les loups savent en tout cas, je peux vous le dire, qu'ils ne doivent pas s'attaquer aux brebis, à l'homme, et ils le font parce qu'ils ont vu une faille. Le problème, c'est les loups qui ne savent pas, ou alors qui n'ont pas le choix parce qu'ils ont rien à bouffer, et c'est le cas notamment des loups solitaires. Alors un loup solitaire, ça peut être un loup qui est chassé de la meute tout simplement, ou un jeune loup, c'est le cas le plus souvent, qui cherche une autre meute. Vous savez que au bout d'un moment, quand il y a des bébés dans une meute, eh ben on les chasse de la meute tout simplement pour qu'ils aillent fonder une autre meute. Voilà, c'est la logique de survie du loup, hein, tout simplement. Je pense aussi pour pas qu'il y ait de consanguinité dans l'évolution. Mais c'est comme ça que ça se passe. Les loups se retrouvent donc tout seuls, et tout seuls, ils ont rien à bouffer. Il y a que les lièvres qui peuvent attraper peut-être des petites souris comme les renards, des petits mulots. Et du coup, pour des raisons de survie, ils vont parfois prendre tous les risques pour pas crever de faim. On a trop tendance à penser souvent que le loup sait pas ce qu'il fait quand il s'attaque à des moutons. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est un animal extrêmement intelligent, mais quand t'as faim, t'as faim. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi des meutes dissidentes. Des fois, je vois des éleveurs qui se font attaquer mais des dizaines et des dizaines de fois parce que pour le loup, c'est toujours le même schéma et ils ont pas su contrer ce schéma d'attaque en fait. Donc il faut essayer de penser comme un loup. On va parler du coup de la troisième rencontre qui est une rencontre auditive puisque j'ai pas réussi à les voir, mais je vais vous en parler parce que c'est drôle quand même. Et après on parlera de l'exorciste. Retour de l'élevage, attaque du loup, conséquence, on va mettre des chiens du coup pour défendre. Alors c'est des chiens un peu particuliers, c'est pas vraiment des patous dans le sens où les patous sont pas trop habitués à l'homme et ils défendent le troupeau, ils restent tout le temps avec le troupeau, ils vivent comme le troupeau, ils se prennent pour des moutons. Là on a des chiens très très gros qui vont patrouiller dans un grand secteur en fait pour dissuader le loup de venir. Vous les avez déjà vus peut-être quelques fois en vidéo, ils sont très très gentils ces chiens. Le point négatif c'est que ça fait aussi partir du coup tous les animaux. Le point positif aussi c'est que en fait ils vont pas défendre que les moutons, ils vont défendre tout le territoire. Donc des fois t'as des randonneurs qui montent, qui vont peut-être aussi passer chez moi et tout. Moi je suis encore plus tranquille depuis qu'il y a les chiens puisque ils voient 4 énormes chiens qui aboient, alors ils sont pas méchants. Mais quand t'es loin, tu le sais pas, tu vois des trucs énormes, ils rebroussent chemin en fait, ils s'en vont. Du coup c'est cool, c'est drôle. Ces chiens ont déjà subi des attaques de loups, je vous raconte, parce qu'il faut se mettre à leur place les pauvres. En fait il y a un effet dissuasif à ce qu'ils patrouillent, qu'ils aboient tout le temps, notamment pour les loups solitaires, mais si jamais c'est une meute qui rentre, c'est pas la même. Il y a eu une attaque de loup, il y a certains chiens, ils ont tellement eu peur qu'ils sont pas rentrés pendant 2 jours. Pourtant ils font presque 2 fois la taille du loup, mais pour vous dire, voilà, ils sont pas cons non plus. La troisième rencontre, c'était très récent, puisque je crois que j'avais déjà rencontré Marie, de mémoire, je vous l'avais raconté peut-être une fois sur la chaîne, et du coup vous allez encore mieux comprendre maintenant avec tout ce que je vous ai raconté avant. En fait j'étais dans mon lit. Voilà, je dormais, je me suis réveillé la nuit par des aboiements. Alors ça arrivait que les chiens qui patrouillent aboient, hein, des fois on les entendait la nuit. Mais là c'était genre, c'était pas des aboiements mais comme des chiens qui se battent, mais genre il y en a une dizaine, enfin ça faisait un bruit de balade. C'était vraiment pas loin de ma maison, hein, même pas 100 mètres. Ça faisait un raffut, mais monstre, comme des gros chiens qui se battent avec des trucs. Doit être les chiens qui se battent contre d'autres chiens, voilà. C'est vie classique, ça arrive parfois. Et puis en fait, en écoutant, j'entends les chiens aboyer. Et en fait ils aboient, mais genre ils sont à 2 km, ils sont de l'autre côté en fait. Et je me suis dit pourquoi s'il y a ça, pourquoi ils aboient pas de ce côté aussi? Parce que généralement ils viennent tout de suite, dès qu'il y a un problème, ils se regroupent tous, ils défendent le territoire contre tous les autres chiens, contre tout. Bon du coup je me réveille, hein, la tête dans le cul, et putain j'écoute, je me dis waouh c'est pas loin et tout, et le bruit était impressionnant, hein, vraiment, on aurait dit qu'il y avait une dizaine de chiens, de gros chiens qui se battaient, qui grognaient, qui... Je sais pas ce qui se passait, et c'est là à ce moment-là que j'ai capté que ça pouvait pas être des chiens parce que les autres ils seraient venus. J'ai pris ma caméra, j'ai ouvert discrètement la porte, j'ai une lumière extérieure, j'ai allumé la caméra, j'ai allumé la lumière. Au moment où j'ai allumé la lumière, c'était le calme, plus aucun son. J'ai même pas entendu les animaux partir ou quoi, aucun son. Donc ce qui me fait dire que c'était des loups parce que les chiens auraient continué à se battre. C'est impressionnant comme ils sont invisibles et comme ils ont peur de l'homme. Donc je pense que c'était une lutte de dynastie pour être le nouveau mâle alpha, et c'était dans mon jardin. Petite anecdote, une autre rencontre de près que j'ai eu avec des loups, mais c'était pas des loups sauvages. C'était à une fête médiévale. Pendant des années, j'ai fait de la reconstitution historique, je jouais de la cornemuse, et parfois à certaines fêtes, et je me rappelle c'était à la fête de Cagnes-sur-Mer, il y avait des meneurs de loups. Des gens qui pour le spectacle ont des loups domestiques, et les loups au passage sont très heureux. Voilà, j'aime pas trop quand on dit qu'on les exploite parce que ce sont des loups en fait qui... Les humains c'est leur meute, donc en fait ils ont toujours grandi avec eux, ils sont très heureux de vivre avec eux. Et je me rappelle ils en avaient 2 de loups. Et c'était assez compliqué même pour eux dans certaines fêtes parce que les loups sont très craintifs, et quand ils se retrouvent
retrouvent au milieu de trop d'humains, c'est là où ils peuvent devenir dangereux. Et il y avait des fois où ils étaient obligés de sortir de leur camp avec les loups pour passer sur des endroits et aller par exemple sur la Seine. Et le plus dangereux, c'est pas les gosses, je vous le dis, parce qu'un gosse qui voit un loup, il l'approche même pas, ça fait sa taille. Le plus dangereux, c'était les parents, puisque je me rappelle, ils étaient obligés d'écarter tout le monde, mais t'avais quand même des mecs qui passaient « Oh, le loup, il est mignon, je vais le caresser !» Et puis voilà, vous savez qu'il faut jamais caresser un animal qui a peur, parce que ça peut être une réaction défensive, il va te sauter dessus. Donc je me rappelle, il y en a un, il a failli se faire bouffer la main, ça a servi de leçon à tous les autres. C'est pas des chiens, ça reste vraiment un animal sauvage, donc il vit avec sa meute, il est rassuré avec les humains de sa meute, mais pas avec les autres. C'est comme si vous étiez élevé un peu par des araignées et que il y avait plein d'araignées sauvages qui essayaient de vous tripoter. On va finir cette aventure vidéo par l'exorciste. Je pense que c'est un truc que vous verrez jamais dans votre vie, que tu vois que à la montagne et j'en rigole, tu vois. Alors avant, Marie me faisait penser à un truc, c'est qu'on est dans les Alpes ici, on est allé en vacances dans les Pyrénées, dans un chalet, l'année dernière, et il y avait une sorte de vasistas en fait qui passait entre les deux chalets. C'est un passage pour, je sais pas pourquoi, pour laisser passer l'eau ou l'air. On l'avait laissé ouvert, le lendemain on s'est fait fracasser par la voisine. C'était une vieille dame, elle nous a dit ça attire les loups. Voilà, alors que ça attire que dalle du tout, hein, c'est un passage d'air. Les loups ils peuvent passer à droite à gauche de la maison, c'est pareil. Hein. S'il y en a, pour vous dire comme c'est encore ancré dans le cerveau des gens de l'autre génération, et on a appris en plus qu'après elle venait juste de la voir. C'est-à-dire qu'elle vivait pas là depuis toujours, elle était aussi en vacances. On revient dans les Alpes pour la suite, l'exorciste. Conséquence du coup du retour de l'élevage, un élevage moderne, donc du coup plutôt fixe, avec des failles du coup qui a entraîné des attaques de loups, où le schéma n'a pas pu être contré, en tout cas contré à 100% juste avec des chiens, parce qu'à mon avis il faudrait surveiller les animaux H24, les mettre dans un endroit vraiment bien fermé la nuit, avec aucune solution d'entrée pour les loups, parquer les animaux vraiment dans un endroit bien fermé la nuit, bétonné même je dirais. Il y a eu quelques attaques de loups du coup qui ont continué, quasiment toujours à ma connaissance la nuit, toujours quand il y a eu une faille, c'est-à-dire que les chiens devaient être aussi un peu loin parfois. La conséquence ça a été l'exorciste. Alors j'étais avec Marie, donc c'est produit il y a 1 an et demi ou l'année dernière, je sais plus. En plein été, vous allez comprendre pourquoi je précise ça. Je vois un mec, quasiment tous les 2-3 jours, c'est pas une voiture d'ici, parce que tu connais les gens, les voitures qui passent, tout ça. Donc au loin, qui se gare. Faut savoir qu'après moi, il y a aucune habitation, il y a rien, c'est le parc national. Et je vois un mec avec un truc sur le dos, qui part en pleine après-midi, qui passe chez moi, donc il traverse chez moi, hein. De toute façon il n'y a pas de barrière, je veux dire tout le monde peut se balader. Et de loin je me dis mais c'est pas possible, on dirait qu'il a un fusil sur le dos. Donc je me dis attends, quand même il peut pas y avoir un braconnier, genre en pleine journée, bon il y a personne, hein, mais il y a vraiment personne. Genre tranquille le mec il passe avec son fusil, je me suis dit ça doit être un photographe ou quoi, il doit avoir un trépied parce que de loin je voyais pas trop. Et puis il y avait un truc bizarre, c'est que le gars il rentrait tout le temps à la nuit tombée. Il était pas du coin et je l'avais jamais vu. Il rechargeait son coffre, de loin je le voyais et puis il se cassait. Et puis tous les 3 jours il revenait, et le même truc, les mêmes horaires, la même chose. Et puis on avait un petit rituel avec Marie, c'est qu'on aimait bien le soir dans l'endroit où je vous ai montré, qui était un lieu de passage d'animaux, qu'il est toujours mais beaucoup moins qu'avant, justement faire comme quand j'étais jeune, c'est-à-dire essayer de voir des animaux, donc aller se poser tranquille, on se prenait une bière le soir, voilà, jusqu'à la nuit tombée, des fois on restait, on regardait les étoiles. Puis là au loin je vois le mec qui sort, et en fait c'était pas un trépied de caméra, le gars il avait bien un fusil sur le dos, en plein été, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la chasse en plein été. Puis le gars il voit qu'on l'a vu, donc il vient vers nous. Le look, vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé l'exorciste. Chauve, habillé tout en noir avec des gros bracelets noirs, une énorme croix en pendentif, et il y avait des croix, enfin tout ce que je me rappelle c'est les croix, peut-être à la boucle d'oreille, c'est le truc on dirait qu'il sort d'un film. Et le gars nous explique qu'il est pisteur de loups, qu'il a été mandaté par la mairie. Alors dans ma tête je t'avoue que je me dis alors pourquoi il a un fusil le gars, bon après j'ai compris, j'ai pensé tout de suite que c'était un mec qui était chargé de prélever les loups, parce que vous savez qu'il y a une loi où on en prélève quelques-uns, voilà, on en parlera peut-être après, hein, ça sert pas à grand chose, on va pas se mentir. Et le gars je vous avoue à mon avis quand il rencontre quelqu'un il sait pas trop comment le prendre, parce que t'as des gens qui défendent le loup et t'en as qui sont contre. Moi je suis resté un peu neutre, et il m'explique donc qu'il a été mandaté en gros par la mairie, que c'est un pisteur de loups, donc il est chargé de retrouver les traces de loups pour faire fuir les loups, et c'est pour ça qu'il a un fusil, c'est pas pour leur tirer dessus mais pour les faire fuir. Alors c'était un peu bizarre, hein, je vous avoue comme explication, parce que ça c'est aussi un peu ce que j'en ai déduit après, il a pas expliqué exactement comme ça. Et du coup il arrive, et en fait, pour que je me mette de son côté, parce qu'il voyait que j'étais un peu dubitatif, il a commencé à me dire « Vous vous rendez compte? J'ai trouvé un chamois à 2 km au-dessus. Il a été tué par les loups. » Et je le regarde, je me rappelle, et je lui dis « Ouais, et alors ?» Faut savoir qu'on est dans le parc national du Mercantour, il n'y a pas d'habitation. Non mais mec, c'est normal. Tant mieux, d'un côté. Voilà, en gros, pour te dire que les loups se rapprochent des habitations. Mais en fait, non, parce que c'est un endroit qui est totalement sauvage. Je vous avoue que ça m'a déçu, parce que je pensais que c'était vraiment un spécialiste du loup. Je suis resté un peu con, et je me suis dit « Putain, ça
Ça part vraiment loin là dans la connerie. Tout ça pour vous résumer qu'avec le retour de l'homme, de l'élevage, tout ça, voilà où on en arrive maintenant en fait. Je suis un peu dépité, je préfère en rigoler que en pleurer, mais je trouve ça bien triste quand même, je vous avoue. Et je vous dirais que le plus grand fautif dans tout ce merdier, c'est aussi l'État, parce que il y a toujours le cul entre deux chaises. Le préfet, du coup, pour apaiser les tensions, organise des prélèvements de loups chaque année. Prélèvement, c'est le mot friendly pour dire qu'en fait, on va abattre un loup. Donc on est le seul pays à avoir une espèce protégée qu'on abat, parce que personne ne cherche de vraies solutions, c'est un merdier et chaque camp est face à l'autre. Du coup, pour apaiser, on va te dire, bon tiens, on va en tuer 3 cette année. Il y a 10 ans, le mec qui s'occupait de ça, c'est pas un ami à moi, hein, c'était une connaissance de loin, vous savez que tous les Niçois se connaissent. Donc je vais vous expliquer en fait pourquoi ça sert à rien, c'est parce que pour abattre un loup, les loups tu peux pas les approcher, ils fuient l'homme, ils sentent tout, en fait c'était des tirs au sniper de très très loin et en fait ils ont même pas capté que c'était l'homme qui les avait tués presque. Voilà, donc ça sert à rien. Imagine pas que tu pars à la chasse au loup et tu vas en croiser un dans la forêt, tu t'en verras jamais, c'est pour ça que je vous dis si vous en croisez un dans la nature, c'est vraiment une chance. Donc en fait ça se passait comme ça à l'époque, c'était pendant les premiers prélèvements, je sais pas si ça a changé, mais avec un gros fusil longue distance, bah, il tirait sur une femelle, voilà, très loin. Vraiment, c'est où va-t-on? Tu te dis, ça part, c'est ubuesque, quoi, cette situation en France. Il faudra vraiment trouver des solutions parce que pour les deux côtés, hein, je parle, hein, parce que quand t'es éleveur, c'est pas facile aussi. Donc, parce qu'il faut aussi se mettre dans les deux camps. Tu peux avoir beaucoup de chiens et ça marche aussi contre les loups, mais après, il faut les nourrir. Hein. Des gros chiens énormes, ça coûte cher. Et le seul danger qu'il y aura avec le loup dans le futur, je vous le dis, c'est justement à cause des chiens. C'est-à-dire que c'est arrivé aux États-Unis, c'est le cas des ce qu'on appelle des super loups. C'est des chiens qui se reproduisent avec des loups. Et du coup, ça fait des loups énormes qui ont aucune peur de l'homme. Donc si la guerre repart un jour, ce sera aussi de notre faute. Mais je vous avoue que le passage avec l'exorciste, il sera mémorable dans toute ma vie, cette rencontre incroyable. Et au final, très drôle, c'est vraiment un truc que je peux voir qu'ici. Il ressemblait un peu au chanteur de Disturbed. Un groupe de métal dans le look, c'était un peu ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur les loups, sur ce que vous voyez pas à la télé, sur l'évolution, on va dire, et l'influence de l'homme. Et c'est un sujet qui est très très complexe, beaucoup plus qu'on vous le montre à la télé. Le constat que je peux faire simplement, c'est que moins il y a d'hommes, moins il y a d'agriculture, moins il y a d'élevage, plus il y a d'animaux en fait, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que j'ai été un peu triste, peut-être vous l'avez vu dans les premières vidéos quand je suis remonté à la montagne, parce que en quelques années en fait tout avait déjà changé. Et pourtant je suis vraiment dans un endroit isolé. Et c'est important de prendre en considération tout le monde, hein, puisque les éleveurs qui en peuvent plus, qui veulent tuer des loups, c'est aussi parce qu'ils ont plein de problèmes financiers à cause de ça. Donc c'est pas facile comme sujet, je vous laisse y réfléchir, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus si ça vous a plu, et abonnez-vous pour d'autres histoires incroyables des montagnes. En attendant l'apocalypse, ne mangez pas les loups, mangez gras et survivez, et à bientôt, ciao!